députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bonsoir, bienvenue dans cette émission et bon début de semaine. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, il a été question entre autres de la désignation par différentes composantes des membres du prochain bureau de la CENI. Cette plénière intervient dans un contexte où le consensus n'a pas été trouvé au sein des confessions religieuses le week-end dernier. Dans les rapports dont la première a été réservée au président de l'Assemblée nationale, les confessions religieuses affirment qu'elles n'ont pas trouvé de consensus après les discussions du 27 et 30 juillet. D'après ces rapports, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont rejeté des candidatures techniquement jugées meilleures, mais ne remplissant pas l'exigence d'éthique et de réputation ainsi que de l'indépendance. Cet argument a été rejeté par les 6 autres confessions religieuses qui exigeaient de passer au vote. D'autre part, les plateformes politiques, la MUCA et FCC, ainsi que les partis politiques Ensemble pour la République, n'ont pas désigné leurs représentants à la CENI à la suite de l'absence du consensus au sein des confessions religieuses. Quelle lecture faire de ces blocages et que proposez-vous pour sortir de cette crise? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Pasteur Eric Senga, il est délégué de l'Église du Christ au Congo auprès de la plateforme des confessions religieuses. Bonsoir Pasteur Eric Senga. Eliezer Tambwe, député national élu de Lukunga dans la ville de Kinshasa. Il a été élu sur la liste AMK et est membre de la plateforme Ensemble pour le changement, membre de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir, honorable Eliezer Tambwe. Bonsoir, Radio Kati. Et Dani Singoma, directeur général du Sénadep et coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile. Bonsoir, monsieur Dani Singoma. Bonsoir. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous le disions au sommaire de cette émission, plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, il a été question, entre autres, d'adoption de 4 procès-verbaux, sûrement des désignations par différentes composantes des membres du prochain bureau de la CENI. L'adoption de ces procès-verbaux intervient dans un contexte où le consensus n'a pas été trouvé au niveau des confessions religieuses, alors que la MUCA, FCC et Ensemble pour la République n'ont pas désigné leurs représentants à la CENI. Quelle est donc la suite légale de ces processus après les dépôts par certaines composantes des procès-verbaux de désignation des membres de la CENI à l'Assemblée nationale pour entérinement? Le député national Jacques Joly répond au micro de Michel Kifindangoy. Il y a une commission paritaire majorité-opposition qui sera constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels et des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits, n'est-ce pas, par la loi. En ce qui concerne le président de la CENI, c'est l'article 24 qui précise qu'il est désigné par les confessions religieuses. Les confessions religieuses disposent d'une charte et c'est au regard de cette charte-là que peut-être la commission pourra se déterminer. Et en cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale va demander à la composante concernée de désigner une autre personne. La commission paritaire pouvait auditionner ces personnes, les cas échéants, en présence des délégués de leurs composantes. Donc nous espérons que tous ces mécanismes formels visent à amener les parties prenantes à trouver une démarche consensuelle. Pasteur Eric Senga, est-ce que vous êtes là? Je suis là, bonjour et bonjour à nos auditeurs. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes délégué de l'Église du Christ au Congo auprès de la plateforme des confessions religieuses. Comment vous comprenez ces blocages dans les processus de désignation du futur président de la CENI? Bon, de notre côté, je pense qu'il y a 3 faits à préciser. Je pense que nous avons suivi au niveau de la toile. On dit, d'un côté, les CC, la SENCO ont refusé de recourir à la voie des votes parce que c'est prévu dans la charte. Ça, c'est un des 2. On dit que les CC, la SENCO ont refusé un candidat X au motif d'appartenir à telle tribu ou à tel courant politique. Troisièmement, on dit les CC, la SENCO tiennent bloqués et donc imposer un dictat. Je précise rapidement sur ces 3 points pour dire en amont qu'après l'échec du juin dernier, quand nous avons fait la procédure, nous avions tous levé une option claire. L'option veut à ce que aucun candidat ne soit considéré comme un candidat inamovible. Vous savez comme moi, l'important de notre participation à cet exercice
républicaine de désigner un animateur à la tête de la CENI repose sur le caractère indépendant de la CENI. Et je ne vois pas, les CC, la SENCO ne voient pas quelle serait leur contribution si au final les candidats que nous proposons posent en même temps le problème au niveau de son indépendance vis-à-vis des politiques. Donc l'enjeu majeur pour nous tourne à ce niveau-là. Le débat n'a pas été au niveau des individus, le débat n'a pas été au niveau de ce qu'on appellerait appartenance tribale, ethnique ou politique. Le débat a été au niveau des éléments soulevés sur l'évaluation de certaines candidatures. Donc, en notre sens, on n'a pas bloqué un candidat quelconque, mais nous avons voulu dégager un consensus autour des éléments trouvés comme griefs à l'analyse de certaines candidatures. Parce que sur le plan technique, les éléments étaient bons, mais c'est sur le plan de personnalité, d'indépendance, d'éthique, où nous avons eu ces problèmes. Donc, à l'étape où nous sommes arrivés, on ne pouvait pas aller au vote du moment où on n'avait pas vidé la question des fonds liés à l'appréciation sur la personnalité des candidats. Donc, on arrive au vote que lorsqu'on a en face de soi les candidats qui ont satisfait à l'évaluation des éléments, comme je l'ai dit, techniques et les éléments de la personnalité. Alors est-ce que vous pouvez essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion, hein? Quels sont ces éléments que vous avez appréciés, qui sont liés à l'exigence d'éthique, de réputation et de l'indépendance? Déjà, avant même qu'on en arrive à l'évaluation, rappelons que pour le compte de l'ECC, nous avons eu beaucoup de candidats, meilleurs soient-ils, mais sur qui pesaient déjà certaines allégations. On a reçu à gauche, à droite. Nous nous sommes donné une exigence individuelle, une autocritique, d'écarter ces candidatures. Je peux vous parler du révérend Yalé, qui pourtant, dans le fait, n'était pas forcément un mauvais candidat, mais du fait qu'il n'y a pas eu consensus autour de sa candidature, nous ne l'avons pas repris. Et du côté de la SENCO, même. S'agissant maintenant des éléments, je pense que vous avez tous suivi les communiqués signés par les 8 confessions religieuses avant d'arriver à l'examen des candidatures, qui faisaient état des intimidations, des menaces, des situations. Je voudrais insister sur le fait qu'on doit faire la différence entre ce qu'on appelle allégations ou soupçons et ce que sont les aveux ou les dénonciations. Si à l'interne parmi nous, il y a des confrères, il y a des collègues qui ont fait état, qui ont rendu des témoignages sur tel aspect des choses, sur tel autre, qui tournent autour d'un candidat, notre démarche était de ne pas mettre toutes ces choses sur la place publique. Notre démarche était de voir dans quelle mesure nous pourrions trouver des solutions comme des hommes spirituels, comme des hommes responsables, à la fois pour protéger la réputation des uns et des autres, mais trouver un consensus à l'interne. Donc l'idée n'était pas de venir mettre sur la place publique ce que nous avons considéré comme les dénonciations de nos propres frères au sein de la plateforme. Ces témoignages dont vous parlez, est-ce qu'il ne s'agit pas des allégations que vous avez évoquées tout à l'heure? Il ne s'agit pas des simples allégations qui doivent être confirmées ou infirmées? Les allégations auraient été si cela venait de l'extérieur. Mais du moment où un membre de la plateforme vous dit que je ne passe plus une nuit chez moi à la maison, pour tel motif, parce qu'on me dit d'appuyer tel candidat ou tel autre, on n'est plus sur le terrain d'allégation ou des soupçons. On est au niveau des dénonciations, des témoignages, des aveux. Il n'y a pas que ça. C'est comme ça que nous avons dit, compte tenu de tous ces caractères, qui devient désobligeant par rapport à la réputation, à la fois de nous comme religieux, mais aussi et surtout de l'institution qu'on veut indépendante vis-à-vis des autres en vue d'assurer la crédibilité du processus. Il était important pour nous de taire ces bruits en écartant les candidats qui sont justement victimes de ces genres de choses et proposer d'autres candidats. Et là, nous précisons que notre dernier communiqué qui a fait état de l'invitation des travaux a demandé clairement que l'ECC et la SENCO étaient prêtes de retirer leur candidature et nous avons proposé aussi à nos amis d'amener d'autres candidatures. On pouvait répartir sur de nouvelles bases. Éric Senga, justement au sujet de ces communiqués que vous venez d'évoquer, dans sa communication de vendredi soir à la presse, Monseigneur Outembi a semblé affirmer que toutes les 8 confessions religieuses étaient parvenues à un consensus autour d'un candidat, mais on se rend compte que les lignes n'ont jamais bougé. Et du coup, il y a une certaine confusion dans l'opinion. On ne sait pas ce qui a été dit à l'issue de cette réunion ces jours-là.
Et comment vous êtes convenu à l'issue de la réunion de vendredi dernier, pasteur Eric Senga? Voilà. La réunion de vendredi avait comme objectif, le point central était de trouver un consensus sur l'appréciation de ces griefs. Un groupe, notamment le groupe des 6, voulait bien qu'on relativise cette appréciation, au motif que cela n'entacherait pas la réputation et du candidat futur président et de l'institution et de nous comme religieux. Par ailleurs, les CC comme la SENCO ont estimé cette affaire a déjà fait tache d'huile, c'est déjà parti sous la toile. Pour notre propre réputation et pour la réputation de l'institution, pour ne pas se verser dans des combats des jeux de langage, mettons carrément des côtés. C'est là où nous n'avons pas trouvé consensus. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été élaboré un rapport de constat signé par les 8 confessions religieuses. Ça suppose que personne n'a mis en doute cette conclusion. Et j'insiste que ces rapports est la conclusion de la réunion régulière convoquée en 2 temps. Au premier temps, quand nous avions commencé, et au deuxième temps, c'est la suite et la clôture. Donc, à proprement parler, il n'existe pas 2 documents. Parce que je ne vois pas si un groupe de 6 se réunissent en dehors du cadre légal, donne une option qui peut être respectée comme la leur, et de là prendre cette option, la couler en forme juridique qu'on appellerait un PV, c'est là où ça pose problème. Le seul document, c'est les rapports qui fait constater le non-consensus et l'absence du vote, et donc les rapports ouvrent la voie à d'autres discussions pour permettre d'arriver à une solution. Si à cette étape du débat, nous n'avions pas pu trouver une solution. 2 procédures sont prévues, à savoir le consensus et le vote. Si l'une des procédures ne permet pas de trouver la solution, c'est-à-dire le consensus, pourquoi on ne recourt pas à l'autre procédure, celle du vote, pasteur Eric Senga? Je pense que tout juriste mieux informé plus que moi d'ailleurs les comprendra ce que je veux dire. Nous sommes dans un jury. Lorsque les critériums fixés dans les jurys pour procéder à l'appréciation, à l'éligibilité des candidats sont clairs, c'est-à-dire ne peut arriver à l'option du vote, à l'absence du consensus, que les candidats qui remplissent les conditions sur le plan de technicité et de personnalité. Nous ne pouvions pas évoquer l'aspect vote parce que nous étions encore à l'examen des candidatures. Le blocage n'est pas au niveau de la décision, de la désignation, parce que là nous sommes à l'article 17, qui est actionné à 2 niveaux, soit par consensus, soit par vote. Or, on arrive à l'option du vote que lorsqu'on vide l'examen sur la forme et les fonds des candidatures. Donc il faut avoir en présence 2 ou 3 candidatures qui n'ont aucun problème sur la technicité, qui n'ont aucun problème sur les éléments de personnalité, des témoignages, d'indépendance, d'éthique. Pour les départager, c'est alors qu'on évoque l'option du vote. Mais on ne peut pas parler du vote tant qu'on n'a pas vidé les traitements des candidatures et il se pose un problème qui pour nous est crucial. Je voudrais rappeler ici, en tant que confession religieuse, si on nous demande de procéder à cela, il y a d'abord l'élément de la caution morale, de la réputation de l'institution qui envoie. Combien de fois nous ne sommes pas critiqués par l'opinion, et avec raison, que ceux qui ont piloté l'institution étaient des religieux, venus de notre milieu, mais ils ont échoué. Ne serait-ce pas aussi intelligent de notre côté de prendre la mesure de la chose, meilleure parce qu'il n'existerait pas, mais de manière rationnelle, qui nous mettrait tous à l'abri de toutes les critiques à venir. Nous voulons un processus crédible. Pour nous, l'indépendance du candidat président est un déterminant de la crédibilité du processus. Donc pour ça, on n'a même pas à condiger, il n'y a même pas à négocier, du moment où nous estimons, sur base des éléments à notre possession, que candidat X ou Y, qui qu'il soit, c'est pourquoi nous avons dit, même nos candidats, nous étions prêts à les mettre de côté, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire l'apologie des candidats, mais de rationaliser le mécanisme qui peut rassurer la crédibilité et aussi les caractères consensuels de notre processus électoral. La MOUCA, FCC et Ensemble pour la République n'ont pas désigné leur représentant à la CENI. Est-ce que vous comprenez cette position de ces 2 plateformes plus ces partis politiques? Je pense que c'est une conséquence de quelque chose qu'on a évité de résoudre en amont. Je voudrais rappeler ici que l'ECC et la SENCO, parmi toutes les confessions religieuses, sont les 2 qui ont accompagné les processus des réformes électorales. À l'issue des rapports publiés sur les élections de 2018, nous nous étions mis en consortium avec les partenaires des autres organisations, à savoir Simocel, AETA et les autres
nous avions piloté ce travail. Pour nous, en tout cas, à notre sens, la réussite de ces processus repose sur deux déterminants. Une procédure de réforme rationnelle et responsable et une procédure de désignation des animateurs responsables et rationnels. Il n'y a que ces deux conditions. Nous pensons qu'aujourd'hui, les débats ne doivent pas rester au niveau des confessions religieuses. D'ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas l'affaire des confessions religieuses. C'est une question éminemment souveraine. Elle relève de la souveraineté nationale. Il serait intelligent, et c'est cela l'appel de l'ECCD depuis le début. Il est intelligent, même raisonnable, que nous envisageons tous l'intérêt d'accorder notre volonté en tant que nation, de nous mettre d'accord sur le fait que personne ne peut réussir ce processus en faisant du forcing ou en lançant le défi. Merci, nous devons pasteur. tous avoir les nerfs froids et regarder à l'objectif, faire quelque chose qui va nous honorer tous comme nation aux yeux du monde. Merci, pasteur. Nous vous gardons encore dans cette émission. Elisère Tamboué, vous êtes député national élu de Lukunga dans la ville de Kinshasa. Vous avez été élu sur la liste AMK et vous êtes membre de la plateforme Ensemble pour le changement, membre aussi de l'Union sacrée de la nation. Quelle lecture vous faites de ces blocages dans le processus de désignation des futurs membres de la CENI? Merci beaucoup, Radio Papi. Je salue aussi tous les auditeurs de la Radio Papi. Je suis vraiment peiné d'intervenir dans ce débat par le fait que je me demande si le Congo finalement sera sauvé par qui. Et chaque fois que les problèmes se posent dans un pays, je pense que le lieu de recours, c'est l'Église, là où les hommes sont censés être plus objectifs, négligeant toute forme d'égoïsme pour le salut des âmes. J'ai suivi le pasteur qui vient de parler tout à l'heure. Il a évoqué quelques points qui m'ont intéressé. Il parle de l'indépendance. J'estime aussi à mon humble avis que l'indépendance, c'est quelque chose qui commence quelque part à partir de la désignation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le candidat est dépendant de la composante qui le désigne. C'est une précision qu'il faut donner. Et la difficulté qui se présente aujourd'hui. Le pasteur parle de l'éthique, il parle de la technicité, il parle de la moralité et de la personnalité. Je suis peiné encore une fois de plus de comprendre que, quel que soit le nombre de fidèles que nous réunissons dans des églises, on est incapable de trouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Parce que, quand on parle en termes de consensus, je vous assure que j'ai assisté dans toutes les réunions presse. On était avec le chef de l'État lorsqu'il a dit aux députés de l'Union sacrée que nous devrions faire un effort pour que les prochaines élections ne puissent pas subir ce que nous avons subi en 2006, en 2011 et en 2018. C'est-à-dire, nous devons déjà éviter les contestations qui s'annoncent dès le départ. Et l'Assemblée nationale a fait sa part. Je suis membre de la commission PAJ. Nous nous sommes battus pour que cela ne puisse pas nous empêcher à choisir, à avoir les personnes en qui les Congolais feront confiance, parce qu'il y a la question de confiance. Alors, si on n'a pas confiance aux animateurs des institutions, et du coup, ça sera contesté. Le pasteur parle de la rationalité. Il dit quelque part là que non, voilà, c'est pas question des églises, mais c'est une question du peuple souverain. Mais le peuple souverain représenté, quand on a estimé qu'il fallait confier ça à nos pères spirituels, c'est parce que ce sont eux qui traînaient les foules. On ne va pas prendre tout le monde. Il y a un auteur d'ailleurs qui a dit que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes, elles sont fortes par les hommes qui les animent. Et aujourd'hui, dire que non, c'est une question de la souveraineté, non, c'est une question de la souveraineté, nous comprenons. Mais c'est vous qui nous représentez qui devrez nous aider. Et ce que je suis en train de sentir et de vivre aujourd'hui, j'ai froid au dos par le fait que je me demande si nous politiques, nous tiraillons et que les religieux ne sont pas capables de nous pointer un seul individu, une seule personne qui peut créer l'unanimité. Ça nous fait très mal et nous sommes dans une position où je ne sais pas où finalement ira le Congo.
Oui, Eliezer Tamboué, on comprend que vous êtes déçu par ce qui se passe, mais on vous accuse aussi, vous, acteurs politiques, d'être à la base de cette situation parce que, selon certains observateurs, tout part du travail qui a été fait au Parlement. Vous auriez adopté une loi qui n'a pas été réformée comme cela a été souhaité, c'est-à-dire de manière à rendre la CENI effectivement indépendante. Non, mais les acteurs politiques, je dois vous avouer que je l'ai dit que je suis membre de la commission PAJ. On n'a pas travaillé seul. La société civile est avec nous dans les travaux. Et toute tendance, même ceux qui dénoncent aujourd'hui, est avec nous. Le jeu démocratique, c'est aussi ça. C'est la voix de la majorité. Dès lors que la majorité a décidé, vous devez accepter. Il fallait apporter les arguments dans les débats. Et ce que nous avons fait, on a réformé la loi. On a pris en compte ce qui s'est passé lors des 3 échéances, 3 cycles, 2006, 2011 et 2018. On a estimé que cette fois-ci, ça sera la meilleure. Et pourquoi nous désignons? Parce que, au vu de tout ce qui se passe, les gens qui pensaient peut-être que non, il fallait des personnalités indépendantes, je ne sais pas à quel point on va constater cette indépendance-là, si ce n'est qu'au moment de la désignation. Mais là, pour désigner un seul candidat, vous voyez combien de temps ça nous prend? Vous voyez ce qui se passe? Mais si on disait que voilà, c'est la société civile qui devrait désigner tous les candidats, on prendrait combien de temps? Il n'y aura toujours pas d'entente. Vous avez rappelé ici que vous n'avez pas travaillé seul à la commission, vous avez aussi associé la société civile, mais est-ce que vous avez tenu compte des desiderata de cette société civile? C'est comme, par exemple, lorsque vous prévoyez dans cette loi une commission paritaire majorité-opposition qui sera appelée à valider les candidats proposés par les différentes composantes. Et donc, au finish, c'est vous, classe politique, n'est-ce pas, qui décidez qui de la société civile sera à la CENI et qui n'y sera pas. Et selon certains observateurs, cela ne rassure pas, ça n'assure pas l'indépendance de la CENI. Non, il s'agit là d'une double vérification. Et c'est comme quelqu'un qui pose la question de savoir pourquoi, si la CENI a déjà publié le résultat, pourquoi vous irez encore devant à la justice ou à la Cour constitutionnelle pour la validation des élections publiées par la CENI. Il s'agit de la double vérification parce que si on laisse aux seules composantes de décider, il y aura toujours des contestations. Et nous sommes le représentant de ce peuple-là, parce que les députés ne sont que le représentant de ce peuple-là. Nous incarnons cette population-là qui nous a mandatés. On a estimé que, comme on ne peut pas réunir toute la population dans un stade et poser la question à cette population sur comment la population trouve sur les candidats désignés, on a dit, nous pouvons revisiter ça. C'est une question de confiance, la question électorale. Voilà, vous dites que c'est une double vérification, mais double vérification à laquelle vous n'associez pas la société civile, alors que vous êtes appelé à décider sur les candidatures proposées par cette même société civile. Mais c'est comme si vous allez me dire que les cours et tribunaux devraient associer la CENI pour vérifier les résultats publiés par elle-même. Je parle de la double vérification parce qu'il y a les résultats qui sont sortis et nous allons à la deuxième vérification. Et cette deuxième vérification, c'est par rapport au travail qui est fait par la société civile, qui est certainement représentée par les confessions religieuses. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Si nous regardons la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, on s'est dit, nous avons pris un candidat, du coup, nous allons terminer la candidature. Donc, nous allons tomber dans la situation que nous avons connue avec le dossier Malonda. Est-ce que vous comprenez la position de la MOUCA, du FCC, ainsi que celle d'Ensemble pour la République qui n'ont pas désigné leurs représentants à la CENI? Que ce soit la MOUCA, que ce soit FCC, nous, de l'ensemble, nous avons estimé qu'on ne devrait pas cautionner une tension dès le départ. Et c'est ça la raison. Je vous ai dit au départ que les chefs de l'État nous avaient demandé de faire de sorte à ce qu'aux prochaines élections, qu'il n'y ait pas tension comme c'était le cas en 2006, 2011 et 2018. Donc, voulant préparer les bonnes élections, les élections libres, transparentes et inclusives, il fallait que nous puissions viser et veiller sur ça. Si nous allons du coup déposer les candidats pendant que ça brille, qu'est-ce que nous faisons? Nous contribuons à cette tension-là. C'est comme ça que nous avons estimé que le temps que nos pères spirituels puissent se concerter et revenir à la sagesse, Merci. On a estimé que nous devrions attendre que les autres s'entendent
Parce qu'il s'agit là d'une question de confiance pour avoir les élections libres, transparentes et inclusives. Merci Eliezer Tamoué, nous vous gardons encore dans cette émission. Dani Singoma, vous êtes directeur général du SENADEP et coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile. Votre analyse par rapport à cette situation? Merci beaucoup de nous avoir associés à ce débat et qui prend de l'ampleur. Nous saluons d'abord l'intervention de nos deux prédécesseurs, que je trouve vraiment très riche en informations, et surtout l'intervention du pasteur Senga, qui nous donne beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Pourquoi j'ai dit que nous n'avons pas? Nous, au niveau du cadre de concertation nationale de la société civile, nous sommes un peu au regret, parce que l'article 24 dit que c'est la société civile qui présente les présidents, mais il est bien dit société civile, virgule, confession religieuse. Ça veut dire que, au-delà d'être une question de confession religieuse, c'est une question d'abord de la société civile. Et c'est une sous-composante de la société civile appelée confession religieuse qui est appelée à nous choisir ce président. Donc, je pense que de bon en loi, il aurait été mieux que les confessions religieuses nous associent même de loin dans cette discussion, afin que nous sachions ce qui se passe réellement. Mais là, il reste comme si c'était une question plus simple des confessions religieuses et qui, quand ils ne trouvent pas un consensus, au lieu même de nous associer pour nous expliquer ce qui s'est passé, que notre sous-composant de la société civile ne parvient pas à trouver une solution, directement, il renvoie cette question à l'Assemblée nationale, comme il est dit ici, alors qu'au niveau de la société civile, on pouvait quand même en débattre, en fait que nous tous, nous soyons responsables de cette situation. Et donc, en amont, vous, de la société civile, vous n'avez pas été associé aux travaux des désignations? Non, c'est comme il est dit que ce sont les confessions religieuses qui choisissent, alors c'est resté laisser l'apanage des confessions religieuses, alors que les autres organisations de la société civile devaient être tenues, même informées, même en tant qu'observateurs. Nous sommes le cadre de concertation de la société civile et toutes les composantes de la société civile se reconnaissent en la société civile. Il aurait été mieux que nous soyons associés à ces débats. Maintenant, au niveau où nous sommes arrivés, et à suivre bien le pasteur Senga, et il a raison d'allier la question de subjectivité et de l'objectivité dans cette question. Mais ici, nous semble que la question de subjectivité l'emporte sur l'objectivité. Parce que quand on va dans ces considérations qu'on appelle d'éthique personnelle ou de morale et de tout ça, ça devient des questions subjectives où chacun interprète à sa manière la qualité de quelqu'un. Bon, nous n'allons pas entrer dans ce débat parce que nous ne connaissons pas de qui il s'agit d'ailleurs. Nous n'avons pas été informés et qui ne remplit pas ces critères éthiques et moraux d'indépendance, mais nous voyons tout simplement qu'il y a un enlisement de ces côtés et qu'on n'avance pas. Dani Singoma, est-ce que à ce stade, on peut parler d'un blocage où il s'agit plutôt d'une évolution normale de tout processus de désignation des membres qui sont appelés à animer une centrale électorale? Oui, la qualité des personnes qui sont appelées à choisir est éloquente. Comme l'a dit le député Eliezer Tamoué, les confessions religieuses ont une caractéristique spéciale. Ça veut dire les yeux de la population, de l'opinion qui est rivée vers les confessions religieuses a une autre dimension que celle qui est fixée sur les autres composantes. Parce que les confessions religieuses ont double qualité. D'abord, elles sont sociétés civiles par la loi ici qui les détermine comme une composante de la société civile, mais elles ont aussi un caractère spirituel qui est important et qui démontre un peu, dans une société aussi religieuse que la nôtre, ils deviennent des références. Et si ces références n'arrivent pas à s'accorder, à combien plus forte raison va-t-on dire que la société civile, la société congolaise en général, ne peut pas s'accorder? Ça devait être des exemples, des compromis qui devaient venir des confessions religieuses. Mais à ce moment-ci, que les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un compromis, ça démontre que l'ensemble de la société congolaise, pas simplement la société civile, mais que ce soit les politiques et autre chose, arriveront à trouver un mauvais compromis. Merci. Nous allons donc passer au point de vue des auditeurs, parce que les auditeurs sont en train d'appeler pour contribuer à ces débats. Pasteur Eric Senga, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, voilà, dans la province de la Tchopo. Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le blocage autour de la désignation du futur président de la centrale électorale laisse d'ores et déjà présager la contestation des résultats des futures élections de 2023, car celui qui sera désigné comme président de cette institution d'appui à la démocratie ne fera
jamais l'objet d'un large consensus par toute la classe politique et ses différentes confessions religieuses. L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ont déjà eu à envoyer leurs représentants comme président de la CENI, qui ont finalement organisé des élections chaotiques dans le pays. Il ne sert à rien de passer le temps sur ces critères d'éthique seulement car l'homme est dynamique. On peut être réputé avoir une bonne éthique et changer ensuite quand on y accède, comme ce fut le cas avec le prédécesseur. Pour sortir de l'impasse, il serait indispensable de procéder aux élections attendues comme l'expression de la démocratie. Pasteur Eric Senga. Oui, merci beaucoup à notre compatriote Rémi qui soulève une question principale. Avec votre autorisation, je voudrais très rapidement rencontrer les préoccupations de mes co-débatteurs. Très rapidement, d'abord, je salue le président Dani et je pense qu'il a totalement raison. Je voudrais encore réitérer ma confiance pour lui dire nous sommes en train de nous organiser. Ça, c'est les débats des familles, de la grande famille société civile. Nous aurons cette occasion et, comme je l'ai dit, les observations qu'il soulève sont nécessaires et surtout les éléments de communication. À l'honorable Tamboué, que je salue également en passant, je ne vais pas rentrer vraiment dans les débats de fond, mais je crois que vous l'avez dit vous-même. Nous aussi, nous sommes très inquiets des comportements de nos frères qui sont en politique. On constate toujours, quand on est dans l'opposition, il y a un discours, il y a une grille de lecture, il y a des indicateurs. Quand on est dans une autre position, c'est automatique que cela change. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'honorable Eliezer qui le fait, mais c'est un constat général. Je rappelle ici, il a dit lui-même et vous l'avez relayé, le chef de l'État lui-même comme l'animateur principal des institutions l'a fait, l'a répété. Nous voulons un processus crédible. Je vais vous dévoiler un secret. Nous, comme SCC et SENCO, ce serait une grande contribution d'accompagner l'actuel chef de l'État à organiser un processus crédible et transparent sous son mandat. Et si les politiques ne les comprennent pas, nous ne les comprenons mieux, ça pourrait être un élément majeur de son bilan en tant que tel. Bon, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est notre avis. Je reviens à notre compatriote. Il a raison. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est ça notre point de vue, si aujourd'hui, le président Dani l'a dit, l'Église n'est pas exigeante vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des politiques, c'est que nous ne faisons plus notre travail. Je voudrais rappeler que nous allons au 4e cycle électoral. Ne faisons pas des choses comme si on était dans une situation ex nihilo. Nous avons produit des rapports, nous avons tiré des leçons. Ce que nous prenons aujourd'hui comme position n'est pas tombé du ciel. Ça résulte de plusieurs ateliers, de plusieurs formations. Je peux vous dire que nous avons travaillé il y a une année sur des réflexions autour des réformes électorales. Je ne pense pas que beaucoup l'ont fait. Il faut aussi que nous comprenions, est-ce que tous les Congolais ont la même grille de lecture sur les enjeux géostratégiques des élections de 2023 ? Il ne faut pas qu'on fasse les choses dans une précipitation au motif d'un délai, au motif de ceci, cela. Nous avons tous intérêt. Et ce qui s'appelle aujourd'hui union sacrée, ou opposition, ou résistance, tous les paysages politiques actuels, y compris nous les religieux, nous sommes tous tenus de l'obligation de bien faire les choses. Merci. 2023. Merci, Voilà. Pasteur Eric Senga. Honorable Eliezer Tamboué, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Bukavu au Sud Kivu. Ekiri Chomba, je vous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Le pouvoir actuel est à la base de ces blocages. L'agissement du parti présidentiel en dit tout. Ce n'est un secret pour personne. Il y a un hold-up électoral programmé par les dirigeants actuels pour conserver le pouvoir à tout prix. Je me demande en quelle qualité ces 6 confessions religieuses ont déposé les PV à l'Assemblée nationale, d'autant plus que dans ce groupe de 6, il n'y a ni président ni vice-président de la composante confession religieuse. À mon avis, ces 6 n'ont qu'à se conformer aux règles. Le contraire validerait l'hypothèse selon laquelle ces 6 confessions religieuses s'opposent à la SENCO et à l'FCC parce qu'elles seraient corrompues. Pour sortir de cette excuse artificielle, on doit mettre à côté les candidatures à problème. Si M. Malonda a été contesté sous prétexte qu'il était proche du FCC,
Pourquoi pas M. Kadima, qui a des acquaintances avec les partis présidentiels? Eliseur Tamboué? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre à ce que l'auditeur venait de dire, j'aimerais quand même faire une petite mise au point. Il ne faut pas que le pasteur nous comprenne très mal, parce que selon ce que j'ai entendu de lui, il n'y a pas les gens qui changent selon la position, il y a les acteurs politiques qui changent selon la position. C'est ce qui nous inquiète aussi par rapport à l'Église, quelque part. Parce que nous sommes là devant une question, pas une question de vie ou de mort telle qu'il a dit. Oui, mais c'est une question aussi de vie pour la République. Parce que le développement d'un pays ne viendra qu'à travers de bonnes élections. Voilà pourquoi, comme nous avons confiance dans nos pères spirituels, nous avons estimé qu'eux pouvaient nous trouver l'oiseau rare capable de nous organiser les élections qui, au bout, on n'aura pas de tension. Et je dois rappeler ici, comme vous savez, Radio Capi, que dans ce pays, c'est grâce à nos pères spirituels qu'il y a eu au moins la continuité de ces combats que nous avons menés. On ne doit pas être ingrat par rapport à ça parce que l'opposition était presque fatiguée, que l'Église est intervenue. Nous devons le reconnaître. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes devant un problème. On parle du blocage, oui ou non. Oui, nous sommes bloqués. Et d'ailleurs, de par la déclaration de Monseigneur Outembi a tenu un langage plus politique que les politiciens eux-mêmes. Parce que lors de sa déclaration, il nous a fait croire qu'il y avait un consensus qui a été trouvé. Et tous les Congolais espéraient voir. Et la position que les pasteurs donnent, c'est la même position que nous avons souhaité, nous. Que comme tel candidat et tel autre candidat pose problème, on peut trouver la troisième voie. Donc, un autre candidat en dehors de ces deux qui sont là. C'est aussi notre souhait. Mais là où le problème se pose, est que vous avez bien entendu que, bien que l'Église, c'est une composante de la société civile, la société civile n'a pas été associée, alors que cette société civile-là incarne les experts et qui ont la maîtrise. Et parmi les membres de cette société civile-là, il y a quand même les gens qui ont été reconnus, récompensés, même sur le plan international. Mais nos pères spirituels n'ont pas pu prendre en compte, ne fût-ce qu'associés. Alors que moi, je parle de l'inclusivité dans ce processus électoral. Pourquoi moi, je suis d'accord pour le consensus? Je ne vais pas arriver à la deuxième dimension qui a trait aux élections. Parce que les votes, s'il fallait suivre ne serait-ce que la voie démocratique telle que la démocratie, parce que la démocratie parle de la voix de la majorité, on pouvait dire, eh bien, celui qui a été désigné par 6 composantes, nous l'acceptons. Mais cette voie démocratique va créer des tensions. C'est là que nous estimons que les consensus devaient être privilégiés parce que c'est à travers ce consensus-là qu'on aura la possibilité d'avoir un candidat capable de nous assurer, nous tous, parce qu'il s'agit d'une question de confiance. Parce que si on n'a pas confiance, je vous assure que la contestation commencera avant même l'organisation des élections. Merci, Dani Singoma. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. C'est Clément Kalamba depuis la ville de Lubumbashi. La situation à laquelle nous assistons dans les processus de la désignation et de la composition du bureau de la CENI est tout simplement la conséquence négative de la politisation de tout et de rien dans notre pays. Et le souhait de voir un cycle électoral aussi libre que transparent devient de plus en plus compromis. Habitués aux divergences et tensions politiques, nous ne pensions pas que les confessions religieuses pouvaient en faire autant. Plus aberrant est de constater que les confessions religieuses dans les deux blocs sont dans la logique de l'imposition de l'heure. Et c'est clairement pour des raisons, tout de la composition de l'appareil électoral ne fait que s'empirer. Et la suite des événements ne laisse part à un espoir. Doit-on aller aux élections, même chaotiques, parce que le délai constitutionnel l'exige en 2023? Ou encore, doit-on accepter les glissements pour besoin d'un consensus entre toutes les parties prenantes à ces processus qui en réalité ne donnent aucun signe d'esprit patriotique? Il faut se poser toutes ces questions. Les politiques ont toujours échoué. Malheureusement, les confessions religieuses font pire depuis 2006 jusqu'à présent. Dani Singoma?
Oui, merci beaucoup pour la question de l'auditeur. Bon, je n'aimerais pas beaucoup insister sur ce qu'il a dit, je l'ai bien compris. D'abord, j'aimerais commencer par la question des glissements, pour dire que les glissements ont toujours existé dans ces pays. De tous les temps, les élections n'ont pas toujours été organisées au moment voulu. Mais les forces politiques, les forces sociales, dont la société civile, ont toujours été des garde-fous pour que ces glissements ne soient pas les plus longs possibles. Donc les élections de 2005, qui devaient avoir en 2005, ont eu lieu en 2006. En 2011, nous avons connu un petit glissement. En 2018, et tout ça, c'était encore pire. Mais aujourd'hui, la question qui se pose ici, de savoir s'il faut hypothéquer les processus électoraux et tout ça, moi je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'observer, c'est le fruit de la maturité politique des peuples congolais. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par le processus électoral. Si en 2005, les gens n'étaient pas très intéressés et que certains ont boudé, en 2011, on a vu les gens commencer à s'impliquer, et en 2018, vraiment, l'appropriation du processus électoral a atteint un niveau très élevé. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de confiance entre acteurs, il se pose toujours ce genre de problèmes. Donc, aujourd'hui, parce que les élections de 2019 ont été entachées de certaines irrégularités, de contestations des résultats et tout ça, il a fallu arriver encore à remettre la confiance. Et c'est ça la grandeur du peuple congolais, qu'il faut se les remercier. L'ensemble du peuple congolais est d'accord qu'il faut, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile et tout le monde, qu'il faut trouver toujours des points médians, des consensus pour aller aux élections, de trouver la confiance et rétablir la confiance entre les acteurs. Et aujourd'hui, si nous arrivons à ces blocages, c'est effectivement pour trouver cette confiance. Et moi, j'ai encore confiance que le processus n'est pas du tout bloqué complètement et que nous allons avoir un sursaut qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais simplement, il faut que dans le cœur de chacun, il faut que dans les habitudes et dans les conditions de chacun, nous puissions être sûrs que nous sommes en train d'agir pour de bonnes élections et non pas penser forcément que les dirigeants veulent à tout prix tricher, ainsi de suite, parce que la population a le pouvoir de bloquer la tricherie. Quand la population veut et s'impose, participe massivement et vote, il y a des résultats qui ne se trichent pas, hein. Dani Singoma, parce que les choses n'évoluent pas comme on le souhaiterait, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de ces blocages? Est-ce qu'il faut proposer un autre mode de désignation? Est-ce qu'il faut recourir à une troisième voie comme le propose l'honorable Eliezer Tambwe, c'est-à-dire chercher un autre candidat que ceux qui sont déjà désignés? C'est quoi la solution selon vous? Et c'est même la conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Bon, toutes les solutions sont possibles, toutes les solutions sont négociables, mais moi je pense que jusqu'à présent, il faut qu'au niveau des confessions religieuses, qu'ils se comprennent, qu'ils se disent que nous pouvons aller de l'avant. S'ils veulent choisir un autre candidat, ça c'est une autre question, mais je pense que nous ce que nous demandons est que l'Assemblée nationale considère que le retour de cette question doit se faire au sein de la société civile élargie et qu'ensemble nous trouvions un consensus au niveau de la société civile. Le consensus est le maître mot dans cette histoire. Il faut que nous puissions nous entendre, nous comprendre, et le candidat que nous allons choisir sera le plus consensuel. Aujourd'hui, il est difficile. On peut amener un nouveau candidat. Ça peut être, on peut dire, faisons tomber tous les candidats, et puis après, nous allons retrouver les mêmes problèmes. C'est ce que les autres, s'ils vont dire, le candidat qui a été proposé par la CENCO et le CC est mauvais, et les autres, celui qui a été proposé par de l'autre côté aussi est mauvais. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de confiance vraiment réelle entre les deux groupes qui sont là, il y aura toujours ces problèmes. Nous risquons de retourner et indéfiniment, nous allons recommencer et alors nous allons aller vraiment vers ce glissement. Il faut que les confessions religieuses et le reste de la société civile, à quelque dimension que ce soit, puissent se retrouver, puissent analyser en profondeur cette solution, et à ce moment-là que nous trouverons le mode opératoire à pouvoir mettre en place. Merci Eric Senga, nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion, y a-t-il une alternative aux approches consensus, vote? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative pour que l'on sorte de ces blocages? Je voudrais rassurer ici au nom du présidium de la plateforme que pour nous, le processus n'est pas totalement bloqué. Je pense que toute crise est une nouvelle opportunité, peut-être pour améliorer les choses. Mais seulement à des conditions, comme l'a dit mon prédécesseur, il faut ce qu'on appelle en droit les garanties de bonne foi. C'est ça le problème. Concrètement, il faut d'abord que les politiciens restent à distance de cette affaire. On est tous Congolais, il ne faut pas qu'on se voie la face, on sait ce qui se passe. Quand les gens sont en train de faire semblant comme s'ils ignoraient ce qui s'est passé, pourtant les faits sont clairs, c'est ce qui nous complique. Il faut que les politiciens laissent. Ils ont 6 postes dans le bureau, ils n'ont donné qu'un seul poste aux confessions religieuses, donc société civile, qu'on laisse les confessions faire
travail. Des deux, il faut un large consensus, comme a dit notre ami. Pourquoi? Si vous lisez l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, il est clair à son point 3. Les confessions religieuses qui doivent déléguer sont régies par une conditionnalité. Avoir une personnalité juridique, un ancrage sociologique conséquent sur terrain, mais surtout une expertise avérée en matière électorale. Mais si nous n'avons pas tenu compte de tous ces éléments, c'est au nom du consensus. Il faut faire profil bas, il faut que les uns les autres se mesurent aussi pour savoir que dans ce pays, il y a quand même intérêt de regarder dans la même direction. On n'a pas intérêt à se diviser. Merci. Nous pouvons construire ensemble. Merci, c'est la fin de cette émission. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.